S'agissant de mes deux collègues aujourd'hui, mes deux complices, ce sont des compagnons de route des Quantienco depuis, je dirais, depuis de nombreuses années. Alors, Thibaut de Saint-Maurice, pour ceux qui sont des aficionados de Radio France, vous l'avez entendu sans doute assez souvent, à la fois sur France Info au début et puis aussi sur France Inter maintenant, sur les deux. Et il se présentera tout à l'heure, mais il fait beaucoup de petits billets et de leçons de philosophie en direct à la radio. Samuel Jequier, qui travaille très très souvent avec nous, est sociologue. Il est aussi spécialiste des études, et en particulier, ça fait de nombreuses années qu'il est notamment en charge de la grande étude sur l'état de l'opinion en Europe, et ça va nous être utile dans les échanges qu'on va avoir. Donc aujourd'hui, ce qu'on voulait faire, c'est d'abord ne pas rompre cette habitude très, très agréable que nous avons d'organiser ces petits débats. Donc on s'est dit, on va en organiser un webinar. Donc, et on a souhaité, puisque l'actualité est assez resserrée en ce moment, essayer de partir de ce qu'on pouvait déjà. Je crains qu'on ait encore un peu de temps pour en tirer d'autres leçons, tirer des leçons de la période actuelle. Et très rapidement, je vais dire comment je ressens la période actuelle, même si j'espère que ça intéresse d'autres gens que moi. Mais pour moi, ça me fait énormément penser à un film d'Alain Resnais qui s'appelle Mon oncle d'Amérique, où faisant la part belle à Henri Laborie, qui était à la fois un médecin des armées, un sociologue, un analyste de la biologie, qui avait fait un film en parallèle où on voyait des rats réagir de manière réflexe à des situations, et on voyait dans la vie, dans des situations qu'on jugeait un peu analogues, des personnes réelles réagir. Alors je pense qu'aujourd'hui, on est un peu dans le schéma inverse, c'est-à-dire qu'on est un peu plus on est 69 millions à être dans des, je parle encore qu'en France, dans une espèce de cage. Et donc, on est en train d'apprendre aussi de nouveaux réflexes et quelles leçons on tire de cette aventure individuelle mais très collective pour la suite de la vie quotidienne dans nos sociétés. Et là, on voit déjà qu'il y a deux écoles, notamment en matière d'intervention. Une école qui pense que on est encore en une turbulence d'une économie qui, de néolibéral, libéral, en fonction des points de vue qu'on a, va devenir une économie plus keynésienne, où on va adopter de grands plans de relance. Et puis des gens qui se disent peut-être que le point de vue économique n'est pas suffisant, et peut-être qu'on assiste à une rupture beaucoup plus fondamentale d'un système, d'ailleurs, qui peut être qualifié alternativement de mondialiste, de capitaliste, néo-capitaliste, libéral, ou je ne sais quoi. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est de voir comment, durant cette période, on peut articuler à la fois les leçons concrètes de la perception des individus et de l'opinion, et puis, d'un autre côté, les interroger aussi au regard de ce que la philosophie nous apprend ou nous permet de comprendre. Voilà. Merci à tous d'être là. Un petit mot pour, parmi les gens qui sont présents, certains ont été atteints par le virus, certains le sont encore, mais je sais qu'ils sont à l'écoute. Donc c'est un salut amical pour ceux qui sont en train de se réparer. Et puis, merci à nos deux conférenciers de s'être libérés pour échanger aujourd'hui avec eux. Voilà. Thibaut, non, c'est Samuel. Bonjour. Bonjour à tous. Donc, comme vous l'a dit Robert, c'est vrai que l'exercice est un peu particulier puisqu'on parlait beaucoup des invisibles, mais là, c'est vous qui êtes invisible en fait. On parle à un public invisible puisque moi, je vous vois pas et que je ne vois que mes collègues et complices, comme dirait Robert, et que en gros, je parle à mon ordinateur. Donc, je vais essayer quand même de vous intéresser et de vous donner quelques éclairages. L'idée étant effectivement de croiser un point de vue opinion, sociologie, qui est ma formation, mon expertise, et puis ce que je fais avec Robert maintenant depuis de longues années autour des études, du suivi de l'opinion et de l'analyse, et puis le regard de Thibaut qui sera plus philosophie, les relations politologie, sociologie, philosophie étant un vieux débat, mais aujourd'hui je pense qu'on sera plutôt complémentaires. Mon idée, c'était de vous dresser un état rapide de l'opinion
autour de 3 points, dans ce contexte qui est quand même très particulier. Le point pratico-pratique de la perception du confinement, un point plus politique, mais au sens pas politicien, au sens plus noble du terme, sur la lecture politique de la crise, qui est aujourd'hui très commune, très partagée par les Français, et une crise sanitaire qui est un peu vue, et j'y reviendrai parce que ça me semble assez central, comme le symptôme ultime ou pas, ça on verra, d'un modèle dont on ne veut plus. Et puis pour revenir à la politique plus politicienne, un point aussi sur la perception de la gestion gouvernementale, parce que vous allez voir qu'on est sur un chemin finalement où s'accumule un certain nombre de petites ou grosses bombes à retardement pour l'exécutif qu'il faudra sans doute traiter en sortie de crise. Sur le confinement, la situation est assez simple. C'est-à-dire que d'abord, les Français le vivent plutôt bien. Ils ne le vivent pas tous de la même façon, évidemment, dans les mêmes conditions matérielles ou de logement, mais on en a plus de 2/3 qui le vivent bien ou qui disent le vivre bien. Il n'est absolument pas contesté, c'est-à-dire qu'il est vu comme une absolue nécessité et depuis le départ. Depuis tous les sondages, depuis qu'il a été décidé, il est approuvé à peu près par une proportion de 90% des Français. 88% considèrent aujourd'hui que c'est la seule mesure efficace, donc on n'est même pas dans la majorité, là, pour le coup, on est dans le plébiscite, et les Français lucides ont tout à fait compris que c'était pour longtemps et dans la durée. C'est pour ça qu'on pourra revenir sur peut-être l'erreur du gouvernement de fractionner de 15 jours en 15 jours, parce que visiblement, l'opinion est lucide et sait que ça va durer. On avait 93% des Français en début de semaine dernière qui pensaient qu'on irait bien évidemment au-delà du 15 avril. Donc, on est dans un contexte d'opinion où le gouvernement aurait plutôt intérêt à annoncer la couleur, on y reviendra. Et on est pour sa levée que lorsque le risque sera écarté dans des proportions à peu près équivalentes à 86%. Et je termine pour vous donner l'ampleur de l'état de l'opinion sur le sujet. Moins de 20% pensent des gens que c'est une mesure excessive. On a donc un confinement qui est une contrainte, mais qui est une contrainte comprise et quasi unanimement acceptée aujourd'hui, pour une raison simple, c'est que l'urgence sanitaire écrase absolument tous les autres enjeux d'opinion. Il n'y en a plus d'autres même, et que c'est le seul, évidemment soigner et évidemment sortir de la crise. Et vous allez voir que cet enjeu écrase tellement tout que même toutes les restrictions de liberté individuelle, puisqu'on a eu un débat qui est un vieux débat de philo que Thibault reprendra peut-être entre liberté et sécurité, qui est là pour une traduction parfaite finalement. Est-ce qu'on donne toute la sécurité à l'État, au Léviathan, ou est-ce qu'on essaie de préserver des libertés individuelles? Vous allez voir que toutes les mesures restrictives sont largement approuvées. On a plus de 3/4 des Français, ça monte même à 85% parfois, qui sont pour après le confinement, quand on les projette, pour l'interdiction des déplacements dehors de la France, pour le port du masque obligatoire, pour autoriser les entreprises à prendre la température des salariés, pour interdire les rassemblements de plus de 2 personnes, pour permettre, écoutez bien, parce que c'est quand même une sacrée mesure, à la police de relever elle-même les températures des piétons dans la rue, et pour interdire les déplacements en région. Donc, vous voyez, vous avez des mesures qui sont évidemment très attentatoires aux libertés individuelles, qui sont plébiscitées, parce que le seul critère et le seul prise de lecture est l'urgence sanitaire et la sortie de la crise. On a également une large majorité, mais un peu moins unanime, sur le suivi et le tracking technologique des personnes. Vous avez à peu près 60% des Français qui se disent favorables à des outils de suivi, soit de GPS pour les personnes contaminées, soit de déplacement des Français pour les empêcher de bouger. Mais en tout cas, les mesures coercitives, les mesures restrictives sont très largement approuvées et très peu contestées. De manière plus large, une fois qu'on a fait ce petit point conjoncturel et un peu pratico-pratique sur le confinement, ce qui est frappant pour moi, c'est qu'au fond, cette crise a un moment commun, une expérience ensemble, même si évidemment on ne la vit pas forcément tous dans les mêmes conditions, on l'a déjà dit, et qu'il y a une forme de retour du collectif, peut-être que Thibault en parlera, à l'heure de l'individualisation exacerbée. Au fond, on retrouve une forme de destin commun, et aujourd'hui, on se préoccupe presque plus du destin de son pays que du sien propre. C'est-à-dire que notre destin, évidemment, est touché, problème d'emploi, problème d'activité, problème financier, etc. Et on le sait tous, mais on a une espèce de préoccupation commune, partagée, qui est que le pays sorte de la crise et qu'il en sorte vite, le plus vite possible et le mieux possible. Et cette expérience commune, au fond, dont sans doute, comme Robert le disait en introduction, assez inédite et assez insolite, débouche aussi sur une lecture politique commune de la crise, de ses causes, de ses conséquences et de ce qu'il va falloir changer, et très largement par-delà les appartenances politiques ou sociales des uns et des autres. Ce qu'il faut comprendre là-dessus, parce que je crois que c'est assez important, c'est que la crise ne fonctionne pas comme une rupture, mais elle fonctionne comme un accélérateur
de basculement d'opinion qui étaient en germe avant, mais qui deviennent là profonds et structurels. C'est-à-dire qu'avant le virus, les coûts écologiques, sociaux de la mondialisation apparaissaient déjà insoutenables, insupportables, et étaient de moins en moins supportés et soutenus d'ailleurs par une majorité des opinions publiques. J'en veux pour preuve, et je vous y renvoie, le très sérieux et très recommandable Trust Barometer d'Edelman aux États-Unis, qui est publié tous les ans depuis 20 ans, et dans lequel, pour la première fois, on avait une majorité absolue des personnes interrogées au sein de 28 pays à économie de marché, ils étaient 56%, qui considéraient en novembre, donc avant la pandémie, que le capitalisme apportait plus de mal que de bien dans le monde. Le titre du rapport est d'ailleurs « Capitalisme under fire », ce qui vous prouve que le chiffre avait effectivement heurté et choqué les gens d'Edelman. Donc, dans ces 28 pays, la France était troisième dans le trio de tête de la contestation du capitalisme mondialisé ou du néolibéralisme, comme dit Robert, avec 69% d'avis en France, pensant que le capitalisme apportait plus de mal que de bien. Idée qui était également majoritaire dans toutes les opinions publiques européennes et qui ne demeurait minoritaire, très légèrement, qu'au Japon, qu'aux États-Unis et qu'en Corée du Sud. Donc, on avait, avant la crise, déjà une forme de remise en cause forte du système mondialisé et du système néolibéral. Et donc, on est aujourd'hui, au fond, dans une forme de continuum accéléré d'opinion. C'est-à-dire que, produit au départ par la volonté notamment de lutter contre la dégradation de l'environnement, le changement climatique, le basculement de l'opinion française dans des représentations finalement de plus en plus critiques et sévères à l'égard de la mondialisation et l'aspiration à un monde nouveau s'accélère et s'élargit sous l'effet de la crise sanitaire. C'est-à-dire que l'urgence climatique modifie les perceptions un peu en temps long. La crise sanitaire les bouleverse en temps court, mais au sein finalement d'une même continuité, d'un même continuum. Et pour faire un peu de provocation, je vous dirais qu'aujourd'hui, que dans l'opinion française, en tout cas, l'antimondialisme, ce qu'on a appelé l'antimondialisme depuis 20 ans, est devenu largement majoritaire. Je vais vous le montrer. Et qu'il n'est plus l'apanage de quelques cercles militants, mais qu'il s'est largement diffusé. Et ainsi, dans cette lecture commune de la crise, se constituent au sein des Français des axes, l'air très majoritaires, mais quasi unanimes, consensuels en tout cas, autour de quelques idées fortes. Le réarmement de l'État, évidemment, bien trop faible, chacun en fait le constat pour affronter des crises de cette ampleur. Autour de la protection et de la revalorisation des biens communs. Alors, biens communs, services publics, c'est-à-dire la santé, c'est-à-dire l'éducation, c'est-à-dire un certain nombre de services qui ne peuvent être laissés au marché, puisqu'on voit bien, et chacun fait le constat, que le marché ne sait pas gérer une crise. Évidemment, du retour de la souveraineté, d'une relocalisation des activités. À la fois, cette demande, elle existait puisqu'on la voulait au nom de l'environnement. Elle devient aussi une demande au nom de la souveraineté stratégique et de l'indépendance du pays. On disait pour l'environnement circuit court, au fond. On dit aujourd'hui de manière plus économique relocalisation, pardon, mais c'est effectivement à peu près la même idée et la même aspiration. Et une aspiration à plus de protectionnisme. Ça aussi, c'est une rupture avec quand même 30 ans de libre-échange débridé, national et européen. Quelques chiffres pour illustrer ce que je viens de dire. Vous avez aujourd'hui 84% des Français qui pensent qu'il faut au maximum relocaliser en Europe les filières de production qu'on a délocalisées en Asie. Vous en avez 80% qui estiment que l'hôpital, l'eau, la sécurité sociale et l'éducation nationale doivent être sanctuarisés et considérés comme des biens communs qu'on ne peut fragiliser. Vous en avez 70% qui jugent qu'il faut réduire l'influence de la finance et des actionnaires sur la vie des entreprises. Vous en avez 70% encore qui pensent qu'il faut reprendre la construction européenne et créer une vraie puissance européenne. On va s'arrêter 2 secondes là-dessus, parce que ce qui est intéressant, c'est que les Français restent majoritairement convaincus par l'idée européenne et par, au fond, la perception qu'on est plus fort ensemble que tout seul, notamment pour affronter ce type de problème. Mais l'Union européenne est de plus en plus vue comme une puissance impuissante, au fond, institution froide, incapable de solidarité, inefficace. Et c'est vrai que là, après l'austérité, après la crise des migrants, après le Brexit, elle subit un énième et fort affaiblissement. 69% des Français estiment qu'il faut ralentir le productivisme et la recherche perpétuelle de rentabilité. On est bien là, vous voyez, au fond, ce qui est le changement d'organisation structurelle et changement de modèle économique. 68% encore considèrent qu'il faut nationaliser les activités stratégiques, énergie, eau,
pour le pays. Et enfin, 65% sont favorables à la mise en place d'un protectionnisme européen. Là encore, sur le protectionnisme, c'est intéressant. La demande de protectionnisme, elle n'émerge pas de nulle part. Elle ne sort pas aujourd'hui du chapeau. Comme Robert l'a dit, je suis le rédacteur des rapports de l'Eurobaromètre, qui est la grande enquête réalisée par la Commission européenne dans les 28 pays tous les 6 mois. Et pour la première fois en novembre, c'est-à-dire avant la pandémie, encore une fois, le protectionnisme était devenu un mot majoritairement connoté par les Européens, ce qui n'était pas arrivé depuis 1973. Donc ce mouvement était déjà là. Évidemment, il est accéléré et effectivement, les aspirations à plus de protectionnisme, au moins à un niveau européen, sont grandissantes. Et donc, ce qu'on voit, au fond, c'est que ce sont bien tous les piliers de la mondialisation libérale, du modèle libre-échangiste, qui sont aujourd'hui critiqués, dont une majorité ne veut plus, au profit d'un monde, alors on va dire, plus respectueux de l'humain, plus respectueux de l'environnement, plus attentif à tous. Quand on demande aux Français, finalement, dans ce monde d'après, quel pourrait être ce monde d'après et quel pourrait être finalement ce monde de demain, 61% veulent un monde de l'attention, du care, si on voulait résumer, 53% un monde qui protège la planète et l'environnement, et seulement 10% un monde où chacun peut avoir accès à un nombre croissant de biens de consommation. Donc on est sans doute aussi à un moment pas de mort de la société de consommation, évidemment, mais en tout cas de crise. Et le gouvernement dans tout ça, c'est le dernier point parce qu'il me semble intéressant. Il se passe, pour résumer, je pense, une vraie confrontation et un vrai conflit entre ce qu'on pourrait appeler le discours et la pensée rationnelle légale, si on reprend ce que dit Max Weber sur justement les fondements de la légitimité démocratique et de la domination démocratique, et le bon sens de l'opinion. Ces contradictions apparaissent sur plein de sujets, je vais vous les lister, et en fait, elles creusent de la défiance, ou elles recreusent de la défiance, et elles laissent sur le chemin, effectivement, toute une série de bombes qui seront plus ou moins compliquées à gérer en sortie de crise. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu 2 interventions télévisées du président de la République qui ont réussi, et juste après lesquelles il avait réussi à recréer de la confiance et on va dire, à resolidifier l'opinion autour de lui, comme dans toutes les crises, et toutes les mesures annoncées, et encore une fois le confinement, faisant plutôt l'unanimité. Depuis, la confiance dans la gestion de crise du gouvernement s'est érodée de près de 20 points en 15 jours, ce qui est beaucoup. On est aujourd'hui à peu près autour de, selon les sondages, 35-40% de confiance. Ce n'est pas des chiffres catastrophiques, mais on est revenu dans la défiance. Et on est revenu dans la défiance essentiellement parce que ce discours scientiste, rationnel, scientifique des élites du gouvernement s'est heurté au mur du bon sens. C'est-à-dire le bon sens a toujours pensé qu'il valait mieux avoir un masque que ne pas en avoir, depuis le départ. Et juge en conséquence qu'effectivement les préconisations du gouvernement et des autorités de santé en la matière n'étaient au fond qu'un mensonge ou qu'un artefact de communication pour masquer une pénurie et une responsabilité. C'est cette polémique sur les masques qui, en 2 jours, a fait vraiment commencer à chuter et à éroder la confiance dans le gouvernement, dans un contexte où en plus l'opinion est surexposée à l'information comme jamais. C'est-à-dire que tout le monde est devant BFM, tout le monde est devant sa télé, donc les messages passent très vite et les récepteurs les intériorisent très vite, et donc les évolutions sont très fortes. Encore une fois, le bon sens jugeait que si on fermait les écoles le lundi, alors il aurait fallu reporter les municipales, quoi qu'ait pu en dire le conseil scientifique. 84% des Français jugent aujourd'hui en effet qu'il aurait fallu les reporter. Le bon sens juge également que si le confinement, c'est-à-dire le non-brassage des gens et des populations, est une solution efficace, alors la fermeture des frontières au début de la crise, notamment avec l'Italie, l'aurait été. Dans toutes les enquêtes, plus de 80% des Français s'y disaient favorables. On pourrait continuer la liste. Le bon sens juge, et ça vous l'avez tous entendu, que sans doute il aurait fallu interdire la venue des supporters de la Juventus de Turin au Groupama Stadium fin février dernier. Et le bon sens se dit enfin, et on est en pleine actualité puisque Emmanuel Macron lui rend visite, que face au nombre exponentiel de visites, la chloroquine est un risque à assumer dans un contexte où il n'y a plus rien d'autre à perdre. Et c'est ce qui explique que vous ayez 60% des Français aujourd'hui qui, sans être médecins évidemment, ni infectiologues, jugent qu'on devrait la prescrire plus facilement. Et donc, au fond, les interventions du président de la République, elles n'auront constitué qu'une parenthèse de confiance très éphémère dans un contexte où l'opinion, confinée, surexposée, est très vite revenue à des réflexes antérieurs et plus classiques de défiance. Et aujourd'hui, on en est revenu finalement, effectivement, à un état où on a de la défiance, du soupçon, du complot,
par exemple sur les liens entre le mari d'Agnès Buzyn et son conflit avec le professeur Raoult, où finalement la crise du Covid est liée, et excusez-moi, c'est pas le virus, est lue de la même manière que les scandales sanitaires précédents, c'est-à-dire Tchernobyl, le sang contaminé, l'amiante, où on a l'impression que l'État ne dit pas la vérité, ment, cache des choses. On en est là puisque vous avez 70% des Français qui pensent que les autorités aujourd'hui ne disent pas la vérité. Et ainsi, ce que j'appelais des petites bombes à retardement, c'est-à-dire on a où se constituent, où se créent des représentations dominantes finalement, où l'État et le gouvernement apparaissent comme mal préparés, gestion des stocks, masques, hôpitaux en difficulté, ayant trop tardé à réagir. Par exemple, on a encore là 83% des Français qui pensent qu'il aurait fallu prendre le confinement plus tôt, a même commencé à monter dans les médias une petite musique. Je ne sais pas si vous l'avez vu, Jérôme Fourquet a parlé de L'étrange défaite de Marc Bloch pour parler de 1940. Julien Drey a parlé d'un juin 40, toujours sur la métaphore de l'impréparation de l'État, de la non-anticipation, de la non-précaution face aux risques à venir. Et résultat, aujourd'hui, on a effectivement plus que 30% des Français qui estiment que le gouvernement réagit rapidement à la crise. Donc, on est dans une période de fracture, de défiance, de soupçons et de forts conflits finalement entre la pensée rationnelle légale, ou on pourrait dire élitiste, et une forme de bon sens populaire qui juge que cette parole se trompe, et en tout cas qu'elle n'est pas assez efficace. Ces critiques-là, elles ne sont pas forcément contradictoires, vous l'avez vu, et c'est ça qui est intéressant, avec la hausse de popularité de l'exécutif. C'est-à-dire qu'effectivement, l'opinion pointe les erreurs de cet exécutif, mais nécessité faisant loi, au fond, reste convaincue qu'elle a que pour sortir de cette crise. Donc, il y a une forme si ce n'est d'adhésion, en tout cas de soutien aux seuls qui sont aux manettes et aux seuls qui peuvent nous sortir du bourbier, puisque c'est aujourd'hui la seule attente, c'est sortir de la crise sanitaire. Donc, les oppositions peuvent être entendues, au fond, sur leurs critiques, effectivement, sur les masques, sur la préparation, sur la mauvaise anticipation, mais, et vous le voyez, ni Le Pen, ni Mélenchon, ni les autres n'en tirent visiblement, pour l'instant, et à ce stade, une crédibilité supplémentaire. D'abord parce qu'on n'attend rien d'elle dans le moment. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les Français ne pensent pas que c'est Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, Olivier Faure qui vont les sortir de la crise. C'est l'exécutif, parce que c'est évidemment lui qui, dans ces circonstances, gère l'essentiel. Et ensuite, sans doute plus structurellement et plus profondément, parce que la majorité de Français ne pensent pas qu'eux, au pouvoir, auraient fait mieux, auraient fait différemment ou auraient fait autrement que ce qui est fait. Et pour terminer juste sur ce petit paradoxe, c'est ça qui est intéressant, c'est que malgré ces critiques, quand on interroge les Français sur qui est le mieux placé au sein du personnel politique pour incarner ce monde d'après, ou en tout cas le penser, le réaliser, le porter, et ben la surprise, ou en tout cas l'étonnement, c'est que le président de la République reste plutôt bien placé. Une fois qu'on a dit que les Français faisaient confiance à personne, évidemment, on est toujours en pleine défiance. On constate que le président de la République arrive deuxième, juste derrière Hulot, qui est une espèce de figure un peu tutélaire, mais un peu hors jeu et hors du jeu politique, et très nettement devant Le Pen, devant Royal, devant Jadot, devant Faure et devant Mélenchon. Ce qui veut dire qu'une partie des Français fait en tout cas crédit aujourd'hui au président de la République pour pouvoir tirer les conséquences de la crise et notamment mieux répondre à l'ensemble des aspirations que je vous ai évoquées. Et donc, pour terminer en un mot, effectivement, beaucoup d'analystes, dont nous sans doute, avaient dit que le quinquennat se jouerait sur les gilets jaunes ou les retraites. Bah, encore une fois, on a finalement face à un réel qui est plus complexe et plus ironique, sans doute un peu plus tragique. Et le quinquennat ne se jouera ni sur les retraites, évidemment, ni sur les gilets jaunes, mais sur la crise sanitaire, finalement, et autour de deux points fondamentaux. D'une part, la gestion de crise, qui est toujours en cours, et de ses erreurs, la gestion des erreurs de la crise, et notamment quel discours on aura dessus, comment on va les reconnaître, comment on va les accepter, et d'autre part, effectivement, sur la capacité à proposer un nouveau chemin, une nouvelle voie qui rencontre les aspirations désormais très largement majoritaires d'une société et qui ne sera pas si facile à trouver parce que dès les lendemains de la crise vont se poser les premières contradictions. Est-ce que, par exemple, il faut massivement relancer l'aérien, par exemple, le secteur automobile pour éviter des milliers, des millions de suppressions d'emplois, ou tout de suite construire un nouveau modèle dans lequel, évidemment, ces industries ne peuvent pas être ni centrales ni stratégiques? Je vous laisse à cette interrogation.
Merci Samuel pour cette intervention. Il y a déjà quelques questions qui sont arrivées. Samuel, je te laisse les découvrir. Et Robert, je pense que je vous laisse la parole et puis après… Et on répondra aux questions après l'intervention de Thibaut. Quand on a préparé cette conférence, Samuel avait rappelé à l'ordre Thibaut en lui disant de respecter le timing. Pardon. mais, mais il a lui-même un peu dépassé le timing, mais ce n'est pas très grave, c'était très intéressant. Et donc maintenant, je vais passer la parole à Thibaut, qui va aussi permettre, par rapport à un certain nombre de points que Samuel a mis en avant, notamment sur tous ces communs qui commencent à apparaître sur différents sujets, une façon de les analyser avec un point de vue philosophique. Thibaut, à toi. Oui, bonjour à tous et merci Robert et à toute l'équipe des Coins de Cid pour cette occasion de converser et de débattre sur cette situation effectivement assez inédite dans laquelle on est plongé. Et à l'heure où on est majoritairement chacun chez soi, j'ai envie d'être d'accord avec Régis Debray qui nous disait que tout ce qui fait du lien fait du bien. Et cette discussion d'aujourd'hui participe de ce lien. Alors effectivement, j'étais passionné en écoutant Samuel parce qu'il y a un ensemble de choses que je voulais soulever et qui finalement trouvent un écho évident dans l'opinion. Mais je voulais vous dire que la réflexion que tout ça m'inspire est pour l'instant en un sens assez peu politique, ou alors elle l'est profondément, mais sous un angle résolument différent. Alors, je ne sais pas si c'est une leçon de philosophie, mais en tout cas, c'est voilà, une réflexion qui a le souci de peut-être de nous aider, en tout cas d'éveiller notre attention et d'interroger notre réflexion sur la compréhension de ce que nous vivons. Voilà, peut-être simplement essayer d'élucider ce que nous vivons. Et l'angle qui m'a paru le plus intéressant et qui me paraît sous-tendre un ensemble de choses que nous vivons aujourd'hui, c'est l'angle précis de la transformation d'une certaine forme de vie. Et pour être plus précis encore, la transformation en fait de la forme ordinaire de la vie de notre société. Alors bien sûr, il y a des morts, il y a des situations terribles, une structure hospitalière qui est en première ligne, des entreprises menacées, des familles qui souffrent du fait de ce confinement, mais en un sens, des crises sanitaires, des crises économiques, même des angoisses collectives, il y en a déjà eu. Ce qui est inédit, me semble-t-il, ici, c'est l'ampleur de l'expérience que nous vivons tous et chacun, et le fait qu'elle touche chacun dans une forme de vie précise et élémentaire qui est la forme de la vie quotidienne ou la forme ordinaire de la vie. On en est à cette 4e semaine de confinement et si on a bien tous l'impression de vivre une situation complexe, une période qui rompt avec l'ordinaire de nos vies d'avant, on est aussi en train de s'installer dans une nouvelle forme de vie ordinaire. Alors, je sais, il y a des situations différentes. Il y a ceux qui sont chez eux, ceux qui continuent de travailler à distance ou sur site, mais avec des procédures de protection particulières. Tous, néanmoins, nous sommes impactés par cette situation. C'est-à-dire que tous, à quelque degré que ce soit, nous vivons une situation qui va bouleverser des habitudes et qui en même temps va révéler la place que ces habitudes et que l'ordinaire de notre vie pouvaient avoir avant. Au bout de 4 semaines, il me semble que nous faisons tous une expérience commune, j'y reviendrai un peu plus tard, mais qui est celle d'être nostalgique. Nostalgique, en fait, non pas d'un âge d'or ou d'une forme d'excitation particulière, mais tout simplement nostalgique de cette forme de vie ordinaire, alors qui peut se traduire par, oui, les habitudes de la vie d'avant, retrouver des collègues, retrouver des amis pour profiter du beau temps à une terrasse, aller au cinéma. En fait, on est en train de redécouvrir ce que le philosophe américain Stanley Cavell, mort il y a 2 ans, en 2018, ce que Cavell nommait l'inquiétante étrangeté de l'ordinaire. Alors pourquoi l'ordinaire serait-il étrange et inquiétant ?
Parce que avant, justement, avant cette crise, avant que nous le découvrions, eh bien, cet ordinaire-là, cette forme de vie quotidienne, on n'y prêtait pas vraiment attention. Et pire encore, elle nous semblait précisément ce que nous devions évacuer de notre vie. Vous savez, c'est la fameuse idée selon laquelle le quotidien est monotone et il est c'est cette routine qui menace finalement l'intensité et l'excitation de nos vies. Et tout d'un coup, on découvre au bout de 4 semaines que cette quotidienneté-là, cet ordinaire de vie-là, constitue une sorte de fond, de socle, de vérité de notre vie. On a eu besoin de cette rupture, de ce confinement, pour comprendre que ce que nous voulions fuir constitue pourtant ce qui nous enracine dans une existence individuelle, mais aussi collective. On a eu besoin, et c'est un paradoxe, encore une fois, de perdre ce que nous ne voyions pas, ce à quoi nous ne prêtions pas forcément attention. Nous avons eu besoin de perdre ce dont nous n'avions pas conscience pour justement, en creux, en sentir toute l'importance. C'est aussi ce que l'écrivain Georges Perec appelait l'infraordinaire de nos vies et qui rejoint une constatation assez simple qui est que aujourd'hui, ceux qui, en grande partie, continuent d'aller au travail, continuent de faire en sorte que la société tourne, et ça rend très humble cette situation parce que en fonction de son travail, on sait si on est indispensable à la vie de la nation ou pas, appartenaient en tout cas à des catégories ou à des positions qui étaient souvent considérées comme étant peu visibles ou peu pertinentes. Alors cette expérience si particulière, cette crise qui a la puissance de nous projeter dans une autre forme de vie, elle peut donc nous permettre de nous rendre davantage attentifs, en fait d'étendre le domaine ou le champ de notre attention à ce qui importe, à ce qui compte. En fait, c'est une forme de manière de redistribuer les cartes sur la façon dont on pouvait considérer ce qui est important, ce qui va retenir notre attention et ce qui va faire qu'on va s'y intéresser, et ce qui était moins important. C'est peut-être une vertu de ce confinement, même si c'est difficile à accepter peut-être, on s'en serait peut-être bien passé, mais c'est peut-être une vertu de ce confinement. Et puis, ça ne s'arrête pas tout à fait là, parce que je disais, et vous le savez, 4e semaine de confinement, Samuel nous disait que les Français étaient prêts à faire durer, à accepter que ce confinement dure. Cela veut dire que ce n'est pas des vacances. Ça veut dire en fait que au cours de ces semaines s'invente une nouvelle forme de vie. Là encore, s'invente une nouvelle forme de vie ordinaire, avec la découverte d'outils, par exemple, qui nous permettent de nous rassembler, avec des nouvelles procédures de travail, et avec encore dans le travail l'invention, la redécouverte de ce qui finalement importe. On découvre que des ateliers qui fabriquaient des filtres pour l'aéronautique sont capables de fabriquer des masques. On découvre tout d'un coup des capacités d'adaptation, des capacités de mobilisation qui étaient inattendues. La singularité de la situation, c'est que nous passons d'une ancienne forme de vie ordinaire à une nouvelle forme de vie ordinaire. Ce n'est pas une rupture pour la rupture, ce n'est pas comme des vacances, encore une fois, où on sait qu'on y reviendra, mais c'est bien une adaptation majeure, une transformation majeure, silencieuse et collective. Et c'est le deuxième point sur lequel je voulais insister dans la continuité de ce que disait Samuel, c'est la caractéristique commune de ce que nous vivons. Vous savez, c'est assez rare, en fait, les expériences qui sont des expériences communes. C'est assez rare parce qu'une expérience, c'est ce qui s'impose et qui suppose un cadre de réception commun, un cadre de réception global. Une expérience, ce n'est pas une idée, ce n'est pas quelque chose que nous pouvons tous concevoir. Par exemple, la définition d'un triangle, c'est assez simple. Figure géométrique de 3 côtés dont la somme des angles est égale à 180 degrés. Ça, on est tous capables de la concevoir de la même manière. C'est le propre de la définition ou de l'idée. Et là, ce qui est fascinant, c'est la dimension commune de l'expérience que nous vivons parce qu'elle est radicale, parce qu'elle constitue une suspension radicale d'une certaine forme de vie et donc elle nous touche tous. Alors moi, ça m'a fait penser à ce qu'écrivait le philosophe Nietzsche à propos de ces expériences communes. Nietzsche fait la remarque suivante. On pourrait croire que pour se comprendre les uns les autres,
on a besoin d'abord de partager une langue. Et c'est vrai, ça va être difficile de se comprendre les uns les autres si on ne parle pas la même langue, si on n'a pas les mêmes mots, si on n'utilise pas le même langage, les mêmes symboles. Et en même temps, la communauté d'une langue, ça ne suffit pas. Encore faut-il que les mots renvoient à des expériences intérieures, à un réel qui est commun. Et c'est souvent pour ça peut-être que nos débats dans nos démocraties contemporaines prennent autant de temps, c'est parce qu'ils ne s'enracinent pas suffisamment dans des formes de vie communes. On parlait de l'archipel français tout à l'heure, la difficulté parfois tout simplement de faire référence à des formes de vie communes entre ceux qui vivent dans les centres-villes, ceux qui vivent éloignés des centres-villes, ceux qui vivent dans les diagonales plus vides ou plus rurales, ou ceux qui vivent aux frontières. Il y a une forme de déficit d'enracinement commun. J'avais envie de vous lire quelques petites lignes de Nietzsche, 7-8 lignes. Nietzsche pose la question: qu'est-ce en fin de compte que l'on appelle commun? Il ne suffit pas pour se comprendre mutuellement d'employer les mêmes mots, il faut encore employer les mêmes mots pour désigner la même sorte d'expérience intérieure, il faut enfin avoir en commun certaines expériences. Et quand des hommes ont longtemps vécu ensemble dans des conditions identiques, sous le même climat, sur le même sol, courant les mêmes dangers, on aurait envie de rajouter une virgule et de dire vivant le même confinement, ayant les mêmes besoins, faisant les mêmes travails, il en est quelque chose qui se comprend, un peuple. Voilà, Nietzsche nous dit, de cette expérience commune naît quelque chose qui se comprend, qui peut se comprendre mieux, un peuple. Et c'est peut-être une façon aussi de comprendre ces aspirations nouvelles qui semblent faire jour et dont Samuel parlait à l'instant. Alors je me dis, avec Nietzsche et avec vous, que peut-être ce que nous pouvons espérer de meilleur de cette crise de confinement, c'est une transformation du cadre de vie de nos sociétés ordinaires. C'est difficile aujourd'hui de savoir quel type de société va sortir de cette crise, quel type d'option politique entre celles que Samuel décrivait va être retenue. En tout cas, ce qu'il est certain, c'est que, enfin, ce qui me semble certain, ou en tout cas ce qu'on peut considérer comme étant le plus probable, c'est que le cadre même dans lequel les questions se posent est en train de se transformer. Pourquoi ? Parce que nous faisons cette expérience commune d'une transformation de l'ordinaire de nos vies. Alors pour terminer et pour laisser le temps à la discussion de se construire et d'avoir lieu, il me semble que l'enjeu principal de cette transformation de nos formes de vie, c'est celui tout simplement d'une transformation de la vie démocratique. Alors, juste d'un mot, c'est compliqué parce qu'on avait pris l'habitude de penser que une société démocratique, c'était une société dans laquelle on pouvait se fréquenter les uns les autres, vivre proches, sans distance sociale, justement, et de façon pacifique, en articulant toutes les libertés, toutes les conceptions du bien et toutes les revendications de droit, avec un principe de neutralisation qui était l'ordre public ou la souveraineté de l'État. Il nous faut maintenant réintroduire de la distance sociale, non seulement à l'intérieur d'une société, mais aussi, on l'a vu, la demande de protection est forte vis-à-vis de l'extérieur. Et il nous faut aborder cette demande de distance, de protection, sans pour autant que cela corresponde à une dissolution du lien, sans pour autant que cela affaiblisse notre capacité à vivre ensemble, alors même qu'on est là, chacun chez soi ou chacun derrière son écran. Alors il me semble que ça pourrait être considéré comme étant impossible. Il me semble que ça n'est possible d'articuler donc cette distance et ce vivre ensemble que si l'on insiste et si l'on s'enracine dans cette puissance du commun que nous sommes en train de vivre. Pour terminer, vous savez, on a l'habitude de le vivre, ce commun, mais sur le mode extraordinaire, quand par exemple on gagne une Coupe du Monde de foot. C'est-à-dire que là, on vit une expérience commune extraordinaire. Aujourd'hui, nous vivons une expérience commune ordinaire. Merci Thibaut pour cette intervention. Merci à tous les deux pour vos interventions. Robert, je vous laisse conclure. Conclure, non, parce que je conclurai peut-être après les questions, mais je laisse il y a déjà des questions qui sont arrivées, et puis il y a pas mal de questions. La fameuse lever le doigt.
Voilà, qui vous permet de poser les questions. Voilà. On va peut-être déjà répondre aux questions qui ont été posées à l'écrit, peut-être. Samuel, il y avait une question, déjà, une première question qui a été posée. Peut-être que je te laisse y répondre. De laquelle tu parles? La première question qui a été posée, pouvez-vous nous donner les pourcentages de ce qui est le mieux placé pour l'après? Ah oui, alors je vais vous donner les chiffres dans le détail. On a donc personne effectivement n'arrive évidemment à 50%, mais le mieux placé est Hulot avec 39, le président de la République est à 33 et assez sensiblement devant Le Pen à 24, Royal à 17, Jadot à 17 et Mélenchon à 16. Les autres sont en dessous, donc je ne dis même pas les chiffres. Voilà pour les chiffres. Très bien. Merci. Il y a une autre question. L'opinion veut plus d'État, mais sa confiance dans le gouvernement recule. Faut-il y entrevoir une dissociation dans les esprits entre État et politique ou une redistribution à venir du jeu politique ou même autre chose? En fait, pour faire le lien entre État et politique, ce que l'opinion veut fondamentalement, c'est un État et un politique ou des politiques qui suivent l'intérêt général et qui suivent l'intérêt collectif. Et il y a eu depuis quelques années en France le sentiment que le politique et l'État suivaient de moins en moins l'intérêt général. Si vous regardez le baromètre de la confiance du Cevipof qui est fait depuis 10 ans, qui pose cette question, vous aviez, il y a un an, 74% des Français qui pensaient que l'État était plutôt soumis à des intérêts privés plus qu'il ne poursuivait l'intérêt général. Donc, aujourd'hui, l'opinion, elle réagit d'abord sur un constat, celui que je vous ai dit, mais qui éclate au grand jour, c'est que le marché, qui a beaucoup de vertus, il a juste un défaut, c'est qu'il ne sait pas gérer les crises, et que sa seule réponse à une crise sanitaire de cette ampleur, c'est de faire passer le gel hydroalcoolique à 20 €, et c'est à peu près tout. Donc là, il faut effectivement un État. Il faut un État parce que c'est l'État qui peut, il n'y a plus que l'État qui peut s'endetter, il n'y a plus que l'État qui peut effectivement investir. Donc, l'idée qu'effectivement l'État est nécessaire, elle s'impose et elle est quasiment plus discutable. Après, la confiance dans le gouvernement, c'est autre chose. Ce gouvernement gère une crise, est rentré dans la crise avec une confiance qui était déjà pas très haute, pas catastrophique, mais pas très haute, en tout cas minoritaire. Il a, pendant quelques instants, pendant quelques jours, grâce aux interventions du président de la République, réussi à recréer une espèce de bulle de confiance qui a été très éphémère, parce qu'effectivement, il s'est avéré que sa gestion de la crise était pas à la hauteur des attentes, ou qu'il y a eu en tout cas un certain nombre de problèmes et de couacs, et que donc, cette question-là de la confiance dans le gouvernement, elle ne peut pas être réglée là, maintenant, elle sera réglée à la sortie de la crise, que tout le monde ignore, et à la façon dont l'opinion regardera ça. C'est-à-dire, est-ce que ça sera effectivement le gouvernement a failli du début à la fin, ou est-ce que ça sera effectivement le gouvernement a failli sur certaines choses, aurait pu faire mieux, mais quand même, finalement, au bout du compte, ils ont réussi à sortir le pays de l'ornière de façon plutôt pas catastrophique au regard de ce que ça aurait pu être, et donc on peut leur pardonner. C'est ça la question. Est-ce qu'il y aura pardon est un terme un peu fort, mais en tout cas, est-ce qu'il y aura une forme de pardon ou d'acceptation des erreurs, ou est-ce qu'au contraire, on s'enlisera dans une succession d'erreurs qui feront qu'au final, le bilan sera trop lourd? Ça, c'est trop tôt pour répondre. Juste, je vais peut-être prolonger la réponse avec un point de vue qui part pour moi d'un double constat. C'est-à-dire qu'on assiste à une crise des représentations, c'est-à-dire qu'on assiste à une crise de la représentation de l'État, parce que l'État s'est configuré, incarné, non pas comme un État, mais comme une technostructure, qui s'est largement éloignée, finalement, du peuple, au sens de Nietzsche, mais aussi du bon sens. Et donc, il y a cette cristallisation de l'État par une technostructure, et donc un État dont on voit plus très bien la logique de fonctionnement, notamment par rapport à cette notion d'intérêt général. C'est-à-dire que Samuel a cité le Cevipof, mais tous les organismes trouvent que d'études montrent que
80%, entre 70 et 80% des Français depuis des années ne croient plus que l'État serve l'intérêt général. Et ça, c'est la première crise qui est une crise importante. Et la seconde, elle est double. C'est-à-dire qu'il y a une crise du politique qui est une crise réelle, qui d'ailleurs a donné lieu finalement à une forme de Big Bang politique en 2017. Mais ce Big Bang politique n'a pas donné renaissance à une autre forme de politique. C'est-à-dire que ces politiques restent extrêmement proches sur le fond, et tous ceux qui pensaient disqualifier l'ancien monde ont cru jeter avec le du bain l'action politique. Et je pense qu'il y a une différence entre le personnel politique, les politiques, les partis, et l'action politique. Et aujourd'hui, les Français retrouvent, voient quelle est l'importance de l'action politique. L'action politique, c'est la capacité à avoir des services publics qui fonctionnent. L'action politique, c'est la capacité à avoir de vrais débats sur des sujets de démocratie. Et donc l'action politique a été disqualifiée. Et ce qu'on peut remarquer d'ailleurs, que dans les faits, la difficulté du gouvernement aujourd'hui, et aussi la difficulté des composants du gouvernement, à avoir donné une très forte prépondérance à des gens venant de la société civile, ce qui en soi pouvait apparaître comme une bonne chose, et c'est une bonne chose. En même temps, ce sont des personnalités de la société civile qui ont arrêté de faire de la politique. Et le fait d'avoir arrêté de faire de la politique, aujourd'hui, on le paye aussi dans cette crise-là, parce que les gens attendent que l'action politique existe, mais l'action politique au sens de la gestion de la cité. Je vous propose qu'on prenne, il y a 3 questions à l'oral et 7 questions à l'écrit. Donc, il y a pas mal encore de monde qui souhaite prendre la parole. Je donne la parole à Patricia Philippe qui a une question à l'oral pour vous. Patricia, votre micro est activé si vous souhaitez parler. Merci, bonjour, merci pour vos deux exposés extrêmement clairs. Par rapport à Samuel, s'agissant des études d'opinion, j'ai une suggestion à vous faire, c'est que un jour vous fassiez une étude des opinions de ce qu'on appelle les premiers de cordée, parce que je ne suis pas sûre qu'on retrouverait les mêmes résultats. Or, cette rupture qui existe, elle existe aussi au niveau de ces idées-là. C'est-à-dire que je ne suis pas sûre que les dirigeants, les élites, comme on dit, et dans mon propos, il n'y a rien de péjoratif, en soient au même niveau que l'opinion dans cette crise qui est traversée. J'en veux pour preuve, même si c'est incroyable, mais limoger un directeur de l'ARS Grand Est qui dit, je cite, « Il n'y a pas de raison de ne pas supprimer 589 postes et autant de lits », ça dit quand même où en sont les élites, les dirigeants de ce pays. Moi, la question que j'avais envie de vous poser, c'était, certes, on vit une expérience unique, inédite, mais dont on espère tous qu'elle prendra fin. Et évidemment, la question, c'est comment va-t-on se comporter après, comment va-t-on vivre après. Néanmoins, est-ce qu'il n'y a pas un risque, comme celui qu'on a vu dans d'autres crises, certes très différentes, mais quand même des crises traumatiques, je pense notamment aux attentats répétés, que finalement, on ait de bonnes résolutions au moment de la crise, comme si ça allait nous aider à nous en sortir, et en fait on a raison parce que ça nous aide à nous en sortir, et qu'une fois celle-ci terminée, c'est-à-dire en clair lorsque on aura un traitement ou un vaccin, eh bien, faute d'alternative, on reprenne tranquillement le chemin de ce qui nous faisait plaisir avant. Alors, est-ce que vous avez… Là, c'est bon, vous m'entendez? Oui. Oui. Patricia, oui. Donc, je disais que j'étais plutôt d'accord avec vous sur tout, effectivement, qu'il y a sans doute une fracture qui existait déjà et qui s'accentue à ce qu'on pourrait appeler les représentations de l'élite ou de la classe dirigeante et l'opinion.
Mais ce qui me semblait intéressant dans le moment, c'est qu'effectivement, l'opinion, là, pour le coup, il y a un bloc quasi consensuel, parce qu'on est sur des pourcentages qui sont entre 70 et 80%, ce n'est pas du 54, ce n'est pas du 55, ce n'est même pas du 60. Donc, ça veut dire qu'on est très au-delà et de manière transversale, au-delà des électorats et des préférences partisanes. Et ce que je trouvais aussi intéressant, c'est que quand vous lisez depuis 15 jours la presse, les articles que vous lisez dans les Échos, ceux que vous lisez dans Le Monde, ceux que vous lisez dans Le Figaro, ceux que vous lisez dans Marianne, ceux que vous lisez dans Valeurs Actuelles quasiment, tournent tous autour du même sujet et sont très proches. C'est-à-dire c'est l'après, le retour de l'État, la relocalisation. C'est-à-dire que effectivement des journaux et des intellectuels d'horizons divers disent globalement à peu près les mêmes choses. C'est des intellectuels, ce n'est pas forcément effectivement encore les politiques, mais en tout cas, il y a une forme mis à part peut-être les premiers de cordée, comme vous dites, il y a une forme de diagnostic partagé très largement dans la société. Et effectivement, sur votre deuxième question, c'est évidemment la grande question à laquelle je n'ai pas de réponse. On peut tous prendre des bonnes résolutions, se dire qu'effectivement, il faudrait mieux un monde ceci, un monde cela, un monde plus juste, plus humain, tout ce qu'on veut. Mais quand ça va repartir, est-ce que tout le monde ne va pas repartir effectivement faire plus ou moins la même chose et que rien ne changera? Ça dépend ça pour le coup aussi, ça dépend de nous, ça dépend des politiques, mais il y a quand même quelques ruptures qui me paraissent acquises. C'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui, vous ne pourrez plus sur un plateau télé ou sur une radio avoir un expert, on va dire, d'un think tank un peu libéral, venir nous expliquer qu'il faut moins de fonctionnaires à l'hôpital, qu'il faut rationaliser les dépenses à l'hôpital, que l'hôpital doit se moderniser, mieux s'organiser, etc., etc. En tout cas, pour l'hôpital, je pense que ce discours-là a vécu. Juste un point pour prolonger. Thibaut voulait répondre. Vas-y, Thibaut. Après. Oui. Non, juste une remarque. Effectivement, c'est la question à 1000 points de savoir si comment est-ce qu'on va repartir et si l'analogie avec ce qui s'est passé en 2015, aussi bien en janvier qu'en novembre sur les attentats terroristes, elle me paraît comment dire, éclairante. D'abord parce que du point de vue du choc que ça a représenté et effectivement de l'envie de vouloir réagir. Juste un point, c'est que très vite après 2015, la réaction a été de dire, pour ne pas céder au terrorisme, il faut précisément continuer de vivre comme avant, continuer d'aller en terrasse, continuer de porter nos idéaux démocratiques, etc., etc. Et il me semble que la différence de la situation que nous traversons aujourd'hui, outre, comment dire, la situation n'est pas le résultat d'une intention, c'est-à-dire que c'est une situation de fait et non pas le résultat d'un conflit, c'est que, encore une fois, la forme change. La forme, c'est-à-dire en fait les conditions dans lesquelles nous la percevons. Et la forme qui change, c'est le temps, donc la durée, c'est l'espace, c'est le nombre de personnes touchées. Et moi, j'aurais tendance à dire que de plus en plus, à mesure que ça dure et ça dure déjà longtemps et à l'échelle d'une société, la musique, ça ne va pas être de dire surtout continuons comme avant et montrons que nous n'avons pas peur. La musique sera peut-être, au contraire, de dire eh bien surtout ne recommençons pas puisque nous avons déjà la possibilité de vivre autrement. Robert, vous souhaitiez ajouter quelque chose? Juste un point vraiment très rapide par rapport à ce que disait Samuel. C'est que je pense qu'il va y avoir aussi une révolution sémantique. C'est-à-dire que je pense que là, pour le coup, il y a des mots, entre guillemets, de l'ancien monde économique ou politique qui vont être totalement démonétisés. C'est-à-dire, au-delà du fait que ça soit quelqu'un d'un think tank, libéral ou non, qui voudra les évoquer, je crois qu'on ne pourra plus les évoquer. C'est-à-dire que la charge négative, la charge affective sera tellement forte qu'il sera très très difficile de l'évoquer sans changer les mots. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont entendu un débat qui était intéressant, surtout parce qu'il était caricatural, pas au sens subjectif, mais caricatural de deux positions avec un vocabulaire qui ne fonctionnait plus des deux côtés. C'était le débat entre Natacha Polony et Pascal Lamy.
l'ancien patron de l'Organisation mondiale du commerce. Et finalement, de toutes les façons, ces personnalités-là, avec leur corpus idéologique, ne peuvent plus parler entre elles, parce que, en l'occurrence, les mots ne veulent plus rien dire. C'est-à-dire que d'un côté, espèce de populisme de gauche, et de l'autre côté, une mondialisation qui se voudrait harmonieuse, c'est plus du tout audible. C'est plus du tout audible. Donc, je pense qu'il y a aussi une révolution des mots qui va avoir lieu. On va prendre encore une question orale. Lisiane Soubéran, vous souhaitiez parler. Je vous donne la parole tout de suite. Vous avez la parole si vous souhaitez poser votre question. Oui, bonjour. Je m'interroge sur les publics un peu plus jeunes, les 18-30 qui traversent avec nous cette période, qui ont, pour certains, eu un peu de mal à rentrer dans la vie professionnelle, qui démarrent leur vie professionnelle et qui, du coup, peuvent avoir, en traversant cette période, un peu de mal à se projeter dans l'avenir. Comment les accompagner dans cette période et essayer de traverser avec eux ce confinement pour leur dire vous êtes partie prenante de la suite, de la recomposition et vous devez continuer quand même à espérer en l'avenir. Merci. Qui souhaite répondre? Bonjour Lisiane, juste Bonjour Samuel. un petit mot. Vous avez raison, je ne l'ai pas dit parce que déjà j'étais un peu long, mais dans toutes les études sur le confinement, ce sont les jeunes qui le vivent le moins bien. Alors, très majoritairement, ils le soutiennent. Majoritairement, ils disent plutôt le bien vivre, mais en tout cas, par rapport aux adultes, ils sont 10-15 points derrière. Donc, on sent qu'effectivement, ils le vivent un peu moins bien que d'autres. Alors, je ne sais pas si c'est pour des raisons, ça, on va laisser la parole à Thibaut, pour des raisons plutôt de court terme, parce qu'ils ne peuvent plus sortir, plus voir leurs petites copines, leurs petits copains, etc. Ou c'est sur ce que vous dites parce qu'ils sont un peu plus pessimistes ou repliés. Mais en tout cas, c'est vrai qu'on sent que dans effectivement plutôt l'unanimité sociale et politique autour du confinement, c'est sans doute chez les jeunes que le sujet est le plus fragile et que le fait qu'il dure pourrait en effet être le plus difficile. Thibaut ? Oui, moi, je n'ai pas de données ou de réponses ni sociologiques ni psychologiques, mais il me semble que c'est sans doute la jeunesse qui fera le plus facilement le lien entre cette crise-là et l'espérance, ou en tout cas le travail sur un changement et sur un après, entre cette crise-là et ce pourquoi la jeunesse semblait être capable le plus de se mobiliser juste avant, à savoir la transformation écologique de nos sociétés, de nos modes de vie. Il me semble que c'est peut-être en liant ce qui n'est peut-être pas immédiatement évident, mais c'est peut-être en liant ces deux transformations à venir que la jeunesse s'y retrouvera le mieux, parce qu'elle retrouvera alors un élément sur lequel elle était déjà mobilisée ou mobilisable. Finalement, Greta Thunberg, ça fait pas très très longtemps, même si on a l'impression qu'il s'est passé beaucoup de choses. Mais moi, ce qui m'avait beaucoup frappé, c'était cette capacité, c'était que c'était le sujet sur lequel la jeunesse avait l'air capable de se mobiliser. Il me semble que c'est là que c'est en faisant le lien entre les deux et qu'elle arrivera le mieux à passer à l'étape d'après, mais je n'ai pas de données précises pour attester de ça. On va prendre deux questions écrites. Je vais lire les deux questions. On va imaginer qu'il y en a une plus pour Samuel et une plus pour Thibaut, même si, évidemment, je vous invite à répondre à celle à laquelle vous voulez répondre. La première, c'est: peut-on spéculer sur le crédit que peuvent tirer les forces populistes en France
après, sur l'après-crise, la déconsidération de la parole politique et scientifique que met en lumière cette crise pourrait-elle encore s'accélérer? Et la deuxième question, j'ai du mal à entendre l'expression « expérience commune », tant l'expérience du confinement ou celle de la télééducation sont loin d'être communes. Voilà, Alors, je vous laisse répondre. on va commencer la première, qui est, comme dirait Thibault, la question à 1000 points, où la réponse n'est pas évidente, effectivement, sur le crédit que peuvent tirer les forces populistes en France, en tout cas. En Italie, la situation est sans doute un peu plus grave qu'en France, c'est-à-dire que on voit bien que l'anti-européanisme est en train de monter au point, alors même si c'était effectivement quelques militants d'extrême droite d'avoir brûlé un drapeau européen, c'est quand même, à mon avis, une première dans l'histoire de l'Union européenne qu'on brûle sur son propre sol son drapeau, donc c'est un symbole qui n'est pas négligeable. Et on voit bien qu'en Italie, effectivement, ça pourrait faire, et ça devrait faire, le jeu d'un Salvini qui était déjà fort. Après, il y a deux façons de voir les choses. Si on regarde l'opinion, je n'ai pas assez de données pour vous le démontrer, mais ce qui se passe en France est globalement, pour l'instant, un peu la réplique, je parle d'opinion, je ne parle pas de situation sanitaire, de ce qui se passe en Italie. C'est-à-dire que l'Italie est un peu en avance, l'opinion française a un peu les réactions de l'Italie avec 10 jours de retard, notamment sur la confiance dans le gouvernement, sur la façon de gérer la crise, sur le confinement, etc. Alors, il faut espérer qu'on n'ira pas jusqu'au bout, parce que je pense que la situation italienne est plus dangereuse que la situation française. Mais effectivement, on est à un moment où encore une fois, l'enjeu, c'est et moi, je n'ai pas la réponse, ces personnes-là, c'est de savoir quelles leçons et quelles conclusions l'opinion tirera de la gestion de la crise par le gouvernement. Est-ce que ça sera finalement, c'est pas si mal, c'était dur, c'est pas génial, mais il s'en sort, ou est-ce que ça sera vu effectivement comme une faillite absolue et collective des élites? Et ça, on n'a pas la réponse. Et ça va dépendre pour le coup sur une opinion qui est très volatile en ce moment, très exposée à l'information. Ça va dépendre des événements. C'est-à-dire que si à la fin de la crise, vous avez X médecins, ou je ne sais pas, que quelqu'un prouve que la chloroquine était efficace et qu'il fallait l'utiliser et qu'on ne l'a pas fait, bah oui, là, effectivement, vous allez avoir un gouvernement qui est extrêmement en difficulté. Si ce n'est pas le cas, si finalement il a limité la casse du mieux qu'il pouvait, si finalement, après quelques problèmes de communication, il a réussi à être plutôt transparent, plutôt honnête, bon, eh ben peut-être que ça passera, mais ça dépend vraiment des événements, de l'épidémie, de sa gestion, et je veux dire, on en tirera les conclusions plutôt à la fin qu'aujourd'hui sur effectivement l'impact que ça pourrait avoir sur le populisme. Juste peut-être, ça dépendra aussi de la capacité, et avec une dimension temporelle très très importante, de la capacité à tirer des leçons extrêmement rapides de la période qu'on vient de vivre, et d'être en capacité, pour les partis politiques de gouvernement non populistes, à donner au pays une vision de l'endroit où ils veulent les emmener après ce qu'on vient de vivre. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'on a une difficulté depuis, en tout cas pendant le quinquennat précédent et pendant celui-là, pour comprendre où les présidents de la République successifs veulent emmener le pays. Quelle vision ils ont. On a une difficulté à comprendre ce qu'est réellement le macronisme, comme on avait une difficulté à comprendre ce qu'était la social-démocratie hollandaise. Donc aujourd'hui, est-ce qu'il y a une capacité à sortir très vite de cette crise en proposant aux Français, avec un point de départ qui est assez intéressant, et comme il faut aussi voir les choses avec optimisme, ce que disait Samuel, dans la capacité à un moment de transformer un pays, d'agir après une rupture, il y a toujours 3 ingrédients principaux. Le premier, c'est être en capacité de mettre en avant un diagnostic partagé. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de référendum aujourd'hui. On voit que sur un paquet d'items, 80% des Français, quels que soient les CSP, quelles que soient les options partisanes, sont d'accord. Est-ce qu'aujourd'hui, le président de la République, parce que c'est à lui de porter ça, est en capacité de s'appuyer sur ces 80% pour proposer au pays une vision et le chemin qui mène à la vision qu'il a de l'avenir de ce pays?
Et s'il n'a pas aujourd'hui la capacité à porter cette équation, là, en l'occurrence, je crains que les populistes, surtout si ça prend beaucoup de temps, soient sur un terrain, sinon très, très favorable, en tout cas sur un terrain qui risque de les servir. Thibaut, il y avait l'autre question juste sur l'expérience commune. Oui, moi je suis d'accord qu'il y a des effets de cette situation qui ne prennent pas la direction du commun, mais plutôt du repli sur soi ou de la différenciation. En fait, il me semble que le commun qui surgit correspond, encore une fois, à une forme de vie. Pour le dire simplement, dans le contenu de ce que nous vivons, tous et les uns les autres, et même plus largement que nous, il y a des différences fortes entre ceux qui travaillent dans des situations compliquées, ceux qui sont à l'hôpital, ceux qui sont chez eux, ceux qui sont à la campagne, etc. Dans les contenus même de l'expérience que nous traversons et de la situation que nous traversons, il y a évidemment des différences et des différenciations et des inégalités fortes, etc. Mais dans la forme même, dans la forme même de la vie que cela implique, il me semble que là, on retrouve quelque chose qui est de l'ordre du commun, c'est-à-dire quelque chose sur lequel nous pouvons poser, selon la formule que Robert vient d'employer, un diagnostic partagé, c'est-à-dire que nous pouvons tomber d'accord. Je vous propose, il reste 3 questions orales. Si c'est encore possible pour les intervenants, je vous propose qu'on prenne ces 3 questions orales et ensuite, malheureusement, on ne pourra pas lire toutes les questions qui ont été posées à l'écrit. On essaiera peut-être, sans promesse, de le faire dans un deuxième temps, mais en tout cas, là, il va falloir après qu'on conclue. Donc, je prends les 3 dernières questions écrites et puis et après, on pourra conclure tous ensemble. Alors, prochaine question à l'oral, c'est Michel Vienner. Je vous donne la parole tout de suite. Vous avez la parole. Vous nous entendez? Je ne sais pas si... je ne sais pas si... Michel Vienner, si vous êtes encore là? Peut-être pas. Bon. Alors, je vais prendre une autre question de Cécile Vaquet. Allô? Oui. Oui, voilà, c'est bon, on vous entend. Oui, voilà, oui, c'est la question aussi que je posais un petit peu par écrit. J'entendais que vous disiez que cette crise allait conduire, même s'il y a une méfiance politique, à une réhabilitation de l'État. Or, il me semble en réalité que c'est justement la dérive vers laquelle il ne faudrait pas céder, que justement le risque après cette crise, c'est un renforcement très fort de l'État dans la vie économique et sociale. Et moi, je pense que l'État n'a pas le monopole de l'intérêt général, que l'intérêt général, il est formé par toutes les initiatives de tous les acteurs de la société. Et aujourd'hui, on voit la mobilisation des associations, des acteurs de la société civile, des médecins libéraux. On voit que les services de téléconsultation qui sont développés aussi par les complémentaires santé, qui ont d'ailleurs été développés d'abord par les complémentaires santé avant que ce soit porté par l'assurance maladie obligatoire, que tous les services d'accompagnement des assurés qui sont financés par des acteurs privés sont en plein développement. Et donc, voilà, je pense que c'est vraiment très hâtif de considérer que l'État va sortir considérablement renforcé de cette crise. En tout cas, je pense que c'est très important de ne pas céder aux sirènes étatistes et qui peuvent aussi être des sirènes protectionnistes, nationalistes et avec plein de dérives qu'il peut y avoir. Et donc, c'est très important de garder un bon équilibre entre l'État qui, bien sûr, a un rôle de régulation qu'il doit conserver et la société civile. Et d'ailleurs, dans cette crise, elle montre aussi que l'État, il faut surtout qu'il se remette bien à sa place. C'est-à-dire que son rôle en matière de santé, son
rôle premier, peut-être, c'est d'abord quand même de bien définir quelles sont les priorités de santé publique. Et cette crise, quand on se penche un peu dans la littérature, on s'aperçoit que il y a quand même pas mal de personnes qui avaient prédit qu'il risquait d'y avoir une crise sanitaire, d'épidémie ou de pandémie grippale depuis un certain temps. Donc voilà, il faut peut-être aussi revoir les priorités de l'État. Voilà. Je vais essayer de répondre. D'abord, je ne crois pas du tout que dans la façon dont on a exprimé l'intérêt général, on a considéré qu'il y aurait un monopole étatique de l'intérêt général. Certainement pas. Et d'ailleurs, comme vous le dites, il y a l'État aujourd'hui à la fois d'initiatives mais de comportements qui existaient avant, qui se sont d'ailleurs substitués à l'incapacité justement de l'État de répondre à l'intérêt général. On voit bien que depuis déjà c'est des décennies, les entreprises ont récupéré un certain nombre de fonctions qui avaient disparu de l'intervention de l'État ou qui étaient appauvries dans l'intervention de l'État. Donc il ne s'agit pas du tout de considérer que l'État aurait ce monopole de l'intérêt général. Le deuxième aspect, c'est que vous insistez aussi, et c'est là qu'il y a aujourd'hui sans doute une forme d'urgence, quelle que soit la qualité des interventions des entreprises qu'elles peuvent faire, à une forme justement, de moment commun. C'est-à-dire que l'État doit aussi faire son propre autodiagnostic sur son incapacité, justement, à avoir géré de façon suffisamment efficace l'appareil de santé publique, à aujourd'hui devoir renflouer à coût de dizaines de milliards une grande partie de l'économie, essayer de tenir un tissu industriel après cette crise. Donc l'État doit retrouver effectivement ce qui fait l'origine de l'État. En revanche, c'est vrai que ça n'exclut pas le fait qu'on ne va pas rentrer dans une économie planifiée et régulée soviétisée. Les modèles comme les modèles mutualistes ont toujours été justement des modèles intermédiaires entre un marché qui obéissait à des règles de marché et assez libres et un État qui, sur certains aspects, effectivement, pouvait être surinterventionniste. Donc, j'entends parfaitement l'idée qu'il y a aussi une forme d'intérêt mutuel entre les différentes parties. Ça rejoint une autre question qui était posée aussi par écrit, c'est est-ce que le fait d'interroger ce système va permettre finalement aussi la résurgence de vraies questions sur la mesure de la richesse d'un pays, pas seulement à l'aune des chiffres économiques. Est-ce qu'on va reparler du produit national de bonheur? Est-ce qu'on va revenir à aussi des aspects qui vont montrer combien le rééquilibrage entre les circuits courts et les échanges internationaux est important. Donc, voilà. Et puis, qui vont aussi, et à mon avis, c'est une question absolument essentielle qu'a abordé Samuel, qu'est-ce qu'on fait de l'Europe, quoi? Qu'est-ce qu'on fait de l'Europe dans ce cadre-là? De l'Europe des entreprises, de l'Europe des États, de l'Europe de la santé, et qui a aussi cette réponse-là, et qui, dans une certaine mesure, beaucoup de structures associatives d'entreprises ont déjà essayé d'intégrer dans leur propre stratégie. Donc, oui, complètement d'accord avec vous, il n'y a pas un monopole dans l'intérêt général, d'ailleurs on le constate, et après il y a aujourd'hui une demande d'État régulateur assez importante. Très bien, on va prendre du coup la dernière question, sauf si vous souhaitez ajouter quelque chose, Samuel ou Thibault. Okay. Alors la dernière question, ce sera Laurence Drake. Merci beaucoup de prendre ma question. J'espère que je ne vais pas être trop longue. Plutôt à toi Thibault, après ton être en commun et cette nouvelle grammaire. Est-ce que, alors, je reviens avec ma petite expérience de 3 semaines de confinement. Nous, vous savez, on travaille plutôt du côté des plus exclus et il se passe des choses tout à fait étonnantes. J'ai envie de te poser la question, est-ce que au lieu d'écrire une expérience commune, on n'est pas en train de tisser une grammaire de l'être en confinement avec cette idée autour de la naissance d'un peuple dont tu parlais tout à l'heure et le langage de l'expérience commune, on a vécu l'an dernier avec les Gilets jaunes un temps d'expression qui est
à la fois très fort des inégalités sociales et j'allais dire assez classique comme vision du corps social. Et là, depuis le début du confinement, on voit que la diversité des situations est énorme, avec voilà, des personnes qui ont un jardin, d'autres qui sont dans des lieux très exigus, parfois très nombreux dans des petits appartements. Je ne fais pas la géographie du confinement, d'autant plus que les inégalités sont creusées et en même temps qu'on voit un énorme élan de solidarité. C'est absolument, enfin, de mon point de vue, de là où je suis, considérable. Et on vit en ce moment avec l'impression que personne n'en veut à celui qui a un jardin, à celui qui a une grande maison, à celui qui peut sortir, et que l'envie au sens plutôt négatif, en tout cas comme jugement, a pu disparaître. À l'inverse, la nouvelle dissonance, elle apparaît et elle vient de mon point de vue complètement d'ailleurs, c'est l'attitude, c'est le behavior, le comportement. Et là où il y a consensus, et je te rejoins, Samuel, on a depuis à la fois les zones rurales les plus reculées, les quartiers de la ville, etc., un vrai consensus autour d'une résignation, de l'acceptation du confinement, où qu'on soit, et quelles que soient les circonstances, émerge un nouveau mode de distinction entre les personnes autour du comportement, autour de la manière. Comme s'il y avait une espèce de l'art ou la manière de vivre le confinement et qui pose une nouvelle donne. En gros, il y a ceux qui assurent, qui aident, qui portent des repas aux voisins, qui nettoient les portes pour les autres, qui sont à l'écoute, qui passent des coups de fil à des personnes isolées, etc., qui sont calmes, qui font preuve de douceur et de sagesse. Et puis, il y a ceux qui ont plombé le confinement. Alors, évidemment, aux infos, on entend plutôt les villas et les chalets. J'entendais hier le maire de Saint-Gervais à la montagne qui disait que les chalets avaient été réouverts au premier jour des vacances, que les gens se comportent pas bien. Enfin, vous connaissez ça comme moi. Mais également les joggeurs en grappe, la défiance qu'il y a pu avoir dans les premières semaines ici ou là. Et vraiment, c'est partagé absolument partout. Il n'y a absolument plus aucune distinction sociale, il n'y a plus aucun schéma habituel. Les petits mots devant les portes des soignants, ça vient de n'importe où. Alors, les petits mots les plus sympas, les petits mots les plus odieux. Le cynisme vient de partout aussi. Et au fond, ma question toute simple, c'est est-ce qu'on n'est pas en train de désirer ardemment une autre grammaire, une grammaire de l'attitude, une grammaire du comportement, une lecture au fond de l'être, comment je suis avec mes voisins, avec mes proches, et qui dessine quelque chose de complètement nouveau dans notre vision très, très classique de la société. Ma question était trop longue. Alors, je réagis, hein, parce que tu avais adressé peut-être un peu plus cette question à mon endroit, mais évidemment, tout le monde pourra réagir. Moi, je suis assez d'accord, en tout cas, qu'il faut porter son attention sur ce sujet. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est assez révolutionnaire au sens strict, vraiment très bouleversant. C'est la manière dont et Samuel l'avait un tout petit peu cité à la fin de sa présentation sur le désir qui naissait dans l'opinion d'une société du care, hein, de davantage de soins. C'est la manière dont nous devons, cette question du soin et de la proximité aux autres déboule à toute vitesse dans nos conversations et dans nos comportements. Alors, une première remarque. Pendant longtemps, pour exprimer son attention aux autres, pour exprimer le soin que l'on prenait les uns des autres, il fallait vivre dans une proximité. Il fallait même que celui que l'on ne connaît pas, il fallait même le nommer le prochain, c'est-à-dire celui qui pourrait être proche, pour qu'on puisse exprimer à son égard de l'attention et du soin. Et il me semble que ce qui s'est passé là en quelques jours, en quelques semaines, c'est que nous avons augmenté notre grammaire du care et du soin, c'est-à-dire que nous sommes tous capables de prendre soin les uns des autres à travers effectivement une modification de comportement, et pour l'immense majorité, hein, pour voilà, le centre mou, hein, pour reprendre une image courante, eh bien, l'expression de ce soin, il se fait en restant chez soi. Bien sûr, il y a ceux qui aident,
Bien sûr, il y a ceux qui, en un sens, de l'autre côté, ont plombé le confinement, et encore, il faudrait entrer dans une analyse détaillée des comportements. Mais au milieu, il y a une grande majorité de gens qui restent chez eux et qui, en fait, acceptent, comme le disait Samuel, ce confinement. Mais précisément, rester chez soi et être en confinement dans la situation qui est la nôtre, ça n'est pas ne rien faire. C'est-à-dire que, alors attention, hein, toute chose égale par ailleurs, hein, mais Sartre reprochait aux Français qui n'étaient ni résistants ni collabos d'être quelque part collabos parce que ne pas choisir, c'était choisir. Pardon, mais on n'est pas du tout dans ce cadre-là. C'est-à-dire que ici, rester chez soi, c'est exprimer effectivement un comportement qui prend soin des autres, puisque c'est une façon de ne pas multiplier les contacts, de ne pas diffuser le virus, de laisser le système de santé encaisser la vague. Et puis, pardon aussi, mais finalement, nous donnons tous quelque chose. C'est-à-dire que nous donnons des semaines, 4, là, depuis le début, de projets personnels, de plaisirs personnels, de rencontres. Nous donnons tous quelque chose de notre vie. En tout cas, quel que soit encore une fois le contenu de ce que nous vivons, encore une fois, sur la forme, nous nous retrouvons tous placés dans ce contexte-là. Voilà, ça, c'est la réaction. Et puis, sur moi, il y a quelque chose qui m'intéresse beaucoup, Laurence, sur ce que tu as dit, c'est sur cette disparition apparente de l'envie ou de la jalousie sociale ou de la comparaison sociale. C'est quelque chose qu'il va falloir effectivement réfléchir. Ce qui m'amuse, c'est de voir, alors c'est un peu anecdotique, mais c'est de voir les photos sur Instagram des masques que les gens se confectionnent. Et le masque devient déjà un outil de distinction sociale en fonction du tissu, de la couleur dans lequel il est fait, etc. Et de la manière dont il va être porté, sans doute. Mais il me semble que cette réduction de l'expression de l'envie, elle est à mettre en regard de la façon dont une nouvelle manière de penser l'attention à l'autre est arrivée très fortement sur le devant de la scène, qui est effectivement ce qui était jugé un peu comme étant cucu avant, comme étant un peu faible comme valeur ou comme croyance, ce qu'on appelle couramment le care, c'est-à-dire en fait la prise en compte et la reconnaissance de la vulnérabilité des uns et des autres. Et singulièrement, ce qui est en train de se passer à propos des EHPAD est fascinant, à mon avis, de ce point de vue-là, et ça va laisser des traces. C'est la façon dont une autre manière d'administrer la justice, c'est pas simplement de répartir des richesses ou des biens, c'est aussi d'être capable de prendre soin. Et le fait que le mot soignant soit devenu une sorte de générique parce qu'il n'est plus question de distinguer des catégories comme médecin, infirmier, aide-soignant, agent hospitalier, etc., mais soignant dans son ensemble, moi, ça me paraît être un des marqueurs. Robert parlait des marqueurs sémantiques. Ça me paraît être un marqueur sémantique très important. C'est qu'il y a un monde du soin et il se trouve que ce monde du soin, il se trouve que c'est la fonction publique hospitalière, donc il y aura des choses à réarticuler là-dessus. Mais c'est peut-être parce qu'il y a davantage d'attention portée sur le soin que l'envie est un peu moins présente et pertinente. Merci. À moins que Samuel ou Robert, vous souhaitiez ajouter quelque chose, je pense qu'il faut qu'on arrête, on arrête là. On a largement dépassé le temps. Merci beaucoup à tous ceux qui sont encore avec nous et vous êtes très nombreux à être restés jusqu'à maintenant. Juste de mon côté, techniquement, je vous ai envoyé un petit sondage pendant le débat. N'hésitez pas à y répondre si vous le souhaitez. Et puis, je vous enverrai très vite une synthèse de tout ce qui s'est dit et des retours sur ce qui s'est dit. Voilà, merci. Merci à vous tous. Merci beaucoup. Merci. C'est un plaisir, Robert. Notre prochain petit débat, sans doute dématérialisé. Au revoir.
Salut. Ça t'allait, Anaïs? Ah bah ouais, c'était super. Bon. Vous êtes content? Oui, c'est très bien. Parfait. C'est bien, À je vais vous refaire, faire... Robert. Ouais. Il y a il y a encore Raphaël qui... Qu'est-ce qu'elle a dit, Raphaël? Bah, je sais pas, j'essaye de connecter son micro, mais elle veut pas le connecter. Alors, je Ah. ne sais pas. Je ne sais pas. Non. Le micro est déconnecté. Et tu peux pas lui dire d'allumer? Non? Bon, on saura. C'est Ouais. enregistré. Les gens qui veulent voir la fin enregistrée, ils font comment?